Et à présent, c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Nasser Madji. Bonjour Frédéric. Le sort des migrants et la responsabilité des ONG sont au cœur de plusieurs éditoriaux de la presse régionale. Nous sommes en train d'assister à un renversement total de nos valeurs et cela nous marquera à jamais parce qu'il faudra vivre avec cette image de nous-mêmes. C'est Pascal Coqui, dans les dernières nouvelles d'Alsace, qui nous interpelle ce matin. 2 mois après l'épisode des 630 migrants refusés par l'Italie et Malte, l'Aquarius de Médecins sans frontières a repris la mer hier en direction des côtes libyennes, mais pendant son immobilisation, 720 réfugiés se sont noyés. La ligne dure, incarnée par le nouveau gouvernement italien d'extrême droite, a gagné du terrain, nous dit l'éditorialiste, alors que notre président, Emmanuel Macron, assimile les ONG aux passeurs, accréditant l'idée que sauver des vies est désormais une atteinte à l'ordre public, que c'est dans l'ordre des choses de laisser couler à pic sous nos yeux, dans cette mer où des millions de vacanciers viennent se baigner, des malheureux poussés par la faim, la guerre et le désespoir. Même tonalité dans la Charente libre, accusée de faire le jeu des passeurs, les ONG sont devenues indésirables, regrette Dominique Garot. Aujourd'hui, les migrants rescapés sont recueillis par des navires militaires ou de commerce, ou le plus souvent confiés aux gardes-côtes libyens, pour un retour quasi certain à la case enfer. Et pourtant, le droit international maritime impose de secourir et d'emmener des naufragés vers un port sûr, et donc en Europe. Désormais, ce n'est visiblement plus la question. Ce retour vers l'enfer, vous pourrez également le lire ce matin dans le journal L'Humanité, qui en fait sa une, mettant en exergue l'hypocrisie de l'Union européenne sur le sujet. Et pendant ce temps, Nasser, en Syrie, la bureaucratie de la torture met ses registres à jour. C'est un article que vous pourrez retrouver dans le journal Le Monde. Des opposants arrêtés au début de la révolte anti-Assad ont enfin été officiellement déclarés morts. Leurs familles n'ont pas récupéré leur corps, mais elles savent maintenant la réalité tant redoutée. Oui, l'absent est bel et bien mort. C'est un petit document que la sœur, le père ou l'oncle ont reçu alors que les autorités syriennes ont entrepris d'actualiser les registres d'état civil. Les causes du décès ne sont généralement pas mentionnées, mais la marge de doute est faible, écrit le journal. Soit ces détenus ont été exécutés à la suite d'un procès expéditif, soit ils n'ont pas résisté à la torture, à la faim ou aux maladies qui sévissent dans les geôles du régime Assad. 343 morts en détention ont été pour l'instant officialisés par le pouvoir, mais les ONG estiment qu'au moins 13 000 Syriens n'auraient pas survécu à leur emprisonnement. Le régime Assad est en train de confirmer ce que les ONG hurlent depuis des années, à savoir que ces prisons sont des abattoirs, s'indigne Fadel Abdelghani, directeur du Syrian Network for Human Rights. Comble de l'horreur, on apprend aussi en parcourant cet article que c'est par hasard que les familles ont appris que la bureaucratie de la torture avait commencé à mettre à jour ses registres alors qu'elle venait au bureau de l'état civil, simplement pour des démarches anodines. Ce sont les réseaux sociaux ensuite qui se sont chargés de répandre la nouvelle à la population. En Syrie, donc, Bachar el-Assad continue de traiter son peuple comme du vulgaire bétail. Plusieurs journaux se penchent ce matin sur la santé d'un fleuron de l'économie française, Air France. Il y a La Croix, Les Échos, Le Parisien, L'Opinion, la plupart des quotidiens nationaux en fait commentent les résultats de la compagnie annoncés hier et 2 journaux en font même leur une. Le Figaro d'abord qui s'inquiète, je cite, du grand gâchis 3 mois après le départ forcé de l'ex-PDG Jean-Marc Janaillac poussé vers la sortie après un piteux référendum. Dans un dossier spécial, le journal revient notamment sur le problème de gouvernance qui empoisonne l'entreprise française avec la recherche d'un nouveau patron qui tourne à la farce. C'est un sacré bordel, lâche même un administrateur, et l'intérim d'Anne-Marie Couder, lui, tourne au calvaire. Air France, au PDG introuvable, et comme un avion sans aile, titre également en une, Libération, qui croit savoir qu'il reste aujourd'hui que 3 candidatures crédibles, dont celle de Denis Oliven, ex-dirigeant du pôle média de Lagardère et qui connaît bien la maison Air France, ainsi que Pascal de Izagirre, PDG de la compagnie Corsair. Libé qui note également que la situation pourrait se débloquer après une intervention du conseil d'administration. C'est que le nouveau patron d'Air France ne devait pas percevoir plus que son prédécesseur, soit 1 200 000 €. Mais ça ne fait pas lourd dans le métier, rigole un ancien cadre de la boîte. Alors, le conseil d'administration devrait faire un effort et mettre la barre à 2 500 000 €. Ça fait quand même 100% d'augmentation. Les syndicats qui réclament 4% de hausse salariale et qui n'ont toujours pas
pas obtenu gain de cause devrait apprécier, d'autant plus que malgré les arrêts de travail et ce problème de gouvernance, Air France-KLM continue de gagner beaucoup d'argent. C'est ce que relève par exemple l'opinion. Air France-KLM est assis sur un tas d'or, nous disent même les Échos. Malgré le coût des grèves, estimé à 335 millions d'euros, le groupe est en effet parvenu à annoncer des résultats supérieurs aux attentes, en grande partie, c'est vrai, grâce à KLM, mais Air France continue aussi de dégager des bénéfices et l'action en bourse d'ailleurs se porte très très bien. Tout cela, Nasser Madji, grâce à une demande de transport aérien toujours aussi forte. Le tourisme de masse, c'est très bon pour le business, c'est vrai, mais peut-on vraiment s'en satisfaire? Et si, comme nous le propose Télérama cette semaine, on arrêtait de bouger pour éviter que la planète suffoque, car les chiffres donnent le tournis et sont même carrément effrayants. Dans les années 50, le nombre de touristes internationaux ne dépassait pas les 25 millions. Dans les années 80, on passait à 279 millions. Aujourd'hui, nous en sommes à 1,2 milliard et dans 10 ans, près de 2 milliards de touristes prendront l'avion pour parcourir la Terre. On imagine l'impact sur l'environnement. En Angleterre, nous raconte l'hebdomadaire, des membres d'une petite ONG écologique, Plain Stupid, ont pris l'habitude de protester contre l'explosion du trafic aérien en s'allongeant sur les pistes des aéroports, s'immobiliser quand le monde a la bougeotte, en quelque sorte. Vécu à une époque comme une libération, le tourisme est devenu une norme oppressante, critique le sociologue Rodolphe Christin, pour qui l'esprit des voyages s'est transformé en consommation effrénée. À Barcelone, Amsterdam, Venise, Lisbonne, c'est l'overdose. Les affiches « Touristes go home »,« Touristes rentrez chez vous » se multiplient. Mais ces touristes, c'est nous, c'est vous, et puis c'est vrai, on a bien le droit de partir en vacances, évidemment, parce qu'on l'a bien mérité. Alors que faire? Eh bien, changer nos habitudes, partir moins loin peut-être, ou comme le dit le philosophe Jérôme Lèbre dans son éloge de l'immobilité, s'arrêter, car savoir faire halte, c'est aussi savoir résister. Que plus personne ne bouge, un sujet à lire donc dans Télérama de cette semaine. L'immobilisme comme résistance, c'était la revue de presse de Nasser Madji.